Bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence pour le démarrage de cette nouvelle session de webinaire. 10 nouvelles thématiques sont prévues jusqu'au jeudi 7 juillet prochain. Je vous remercie d'avoir été encore une fois nombreux à vous inscrire. Je remercie Marie-Noëlle Marville, médiatrice familiale, avec qui j'ai eu l'occasion de présenter de nombreux webinaires depuis presque 2 ans, ou 3 ans même, me semble-t-il, hein, depuis le début de la crise sanitaire. 2 ans, 2 ans. 2 ans, effectivement. J'ai l'impression que ça fait plus long. Vu qu'on en a fait beaucoup, Marie-Noëlle, j'ai l'impression qu'on en a, voilà, que ça fait depuis de longues années. Je vous invite encore une fois, pour celles et ceux qui connaissent le fonctionnement de ces webinaires, à télécharger dans l'onglet Slide, juste en dessous du petit trombone, énormément de documentation. Vous avez à peu près 15 documents sur la pension alimentaire, sur la réforme de la pension alimentaire, de son recouvrement, sur les critères de la prestation compensatoire, sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire, sur la médiation familiale, comment est-ce que c'est abordé, qu'est-ce que ça peut permettre en amont, en aval d'un conflit. Donc, n'hésitez pas à télécharger. Vous disposerez ainsi d'une véritable sorte de petite bibliothèque virtuelle sur ces sujets-là. C'est donc dans l'onglet Slide. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour nous dire que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Dominique nous dit bonjour, donc je suppose que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Pour celles et ceux qui découvrent les webinaires, eh bien, ces webinaires ont pour ambition d'être éminemment interactifs, très pratico-pratiques. Ils partent du regard, de l'expérience, de l'expertise de 2 professionnels. En l'espèce aujourd'hui une médiatrice familiale et une avocate, donc moi, et Marie-Noëlle Marville, donc médiatrice familiale. Et donc, on va vous offrir nos regards croisés sur différents sujets afférents au divorce et l'argent. Alors certes, la notion de divorce et d'argent, c'est très très vaste. Ça mériterait quasiment des journées entières de formation. Mais l'idée de ces webinaires, encore une fois, est de vous donner quelques éléments, des sortes de highlights très pratico-pratiques qui vont vous permettre à vous, assistants sociaux, RH ou médecins du travail, en tout cas, toute personne qui est susceptible d'accompagner les salariés ou les agents sur ce type de problématique, à orienter au mieux vos rendez-vous et à essayer de décorréler avec les personnes que vous rencontrez les aspects essentiels, les aspects plus à la marge, sachant que la notion d'argent avec les enfants, ce sont les 2 nerfs de la guerre en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi. Je suis très précautionneuse eu égard au contexte international, mais malheureusement, force est de constater que de nombreuses procédures de divorce, quand on n'est pas assez attentif au règlement de contentieux en amont, et particulièrement quand ça touche à des problèmes d'argent, ça se transforme en guerre soit larvée, soit ouverte. Et c'est assez terrible quand les enfants sont au milieu. Alors, ce que je vous dis, évidemment, c'est un lieu commun que vous partagez avec moi, mais l'idée aujourd'hui avec Marie-Noëlle, c'est de s'emparer de ce lieu commun, de se dire, bah oui, effectivement, il faut arriver à s'entendre, il faut éviter les problèmes d'argent, surtout quand les problèmes d'argent ont des impacts sur le sort des enfants. Et donc, l'idée, c'est de s'emparer de cette idée-là et de vous offrir 2 visions extrêmement fines sur ce sujet-là pour que vous puissiez accompagner les salariés ou les agents de la manière la plus précise et pertinente qui soit. Je vous propose qu'on attende encore 3 petites minutes avant de démarrer. Et si tu veux, dans cet intervalle-là, Marie-Noëlle, si tu veux rajouter à mon introduction, avec grand plaisir. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Marie-Noëlle Marville, médiatrice familiale. J'exerce à Paris dans le 10e arrondissement dans un cabinet de médiation libérale. J'ai aussi exercé dans une association de médiation pendant pas mal de temps. Donc, Judith m'a proposé de participer à ce webinaire qui concerne l'argent, la séparation, enfin le couple et l'argent. Évidemment, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup en médiation parce que ça fait partie des sujets qui posent problème. Donc, ce que je vous propose, on va interagir, Judith et moi, et puis en fonction aussi de vos questions.
Mais ce que moi je pourrais vous expliquer, c'est comment en médiation on aborde ces sujets-là et comment on décortique un peu les choses, comment on essaye de voir si derrière ces sujets-là, il n'y a pas autre chose à évoquer. Et voilà, et n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Alors, sans transition, il est 14h06, on va démarrer immédiatement. Donc, je réitère ce que vient de vous dire Marie-Noëlle. On va essayer de pas trop s'interrompre dans notre déroulé parce qu'effectivement, vous allez avoir à entendre à la fois des données techniques d'ordre juridique ou judiciaire. Aussi, Marie-Noëlle vous décrira précisément comment se passe un rendez-vous de médiation pour que vous puissiez expliciter ça auprès des personnes que vous recevez. Donc, on va essayer de pas trop s'interrompre, mais si vous voulez, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, on reprendra les questions que vous avez posées dans le chat, on fera un arrêt et on répondra à vos questions pour que tout ça, pour que ce webinaire reste très interactif. Voilà, donc je répète pour les personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à télécharger dans l'onglet Slide ou dans l'onglet Files, pardon, avec le petit trombone, tous les documents que je vous ai mis qui vous aideront à guider de manière très précise avec les textes de loi, avec toutes les questions qu'on peut se poser, notamment sur les questions de pension alimentaire, de prestations compensatoires et de déroulé de la médiation. Alors, sans transition, je vais te poser voilà, cette question, Marie-Noëlle. Entre les questions d'argent et la question des enfants, à quoi un médiateur familial a-t-il le plus à répondre en termes de problématiques, de contentieux, de nœuds? Je précise ma question, Marie-Noëlle, à savoir, est-ce que c'est deux blocs, on va dire, de contentieux susceptibles entre des parents au moment d'un divorce? Est-ce qu'ils sont entremêlés? Est-ce qu'ils sont en permanence entremêlés? C'est-à-dire que les questions d'argent, ça concerne les enfants et les enfants ramènent vers les questions d'argent? Ou est-ce que, au contraire, tu vois ces questions-là décorrélées? Alors, Madame la médiatrice, on va d'abord aborder la question de la résidence des enfants et après, on vous parlera des questions d'argent. Ma question est éminemment importante parce que ça permet véritablement de poser la problématique, le thème de ce jour, à savoir le divorce et l'argent. Est-ce que ça n'est que le divorce et l'argent ou est-ce que c'est le divorce, l'argent et les enfants? Bon, non. Bien entendu, c'est impossible de séparer de faire du cloisonnage entre les sujets, entre le divorce, l'argent, les enfants, c'est un tout. Maintenant, il y a des fois où les gens arrivent avec une demande extrêmement précise qui concerne uniquement l'argent en me disant qu'ils sont absolument d'accord sur les enfants, sur la résidence, etc. Il n'y a pas de problème. Il y a juste des questions d'argent, de patrimoine, de choses à régler. Et à l'inverse, parfois ils sont d'accord sur l'argent, mais par contre, sur la résidence des enfants, ils ne sont pas d'accord. Donc, ça arrive que les choses soient quand même un peu séparées et qu'ils aient réussi partiellement à se mettre d'accord. Maintenant, c'est sûr que il y a quand même énormément de liens, ne serait-ce que de façon tout à fait juridique, mais ça tu le diras mieux que moi, c'est-à-dire que si la résidence des enfants est une résidence alternée, une résidence principale ou un droit de visite et d'hébergement plus petit, bien, forcément le montant de la contribution financière ne sera pas la même. Donc forcément, les choses sont liées déjà sur le plan strictement juridique, si je puis dire. Et puis ensuite, ben, c'est vrai que quand on se sépare, on est rarement en très bons termes. Parfois oui, mais c'est quand même pas le cas des gens qui viennent me voir. Et que bah, forcément, dans le conflit, on mélange un petit peu tout. Donc, toutes ces questions se mélangent beaucoup. Et l'intérêt de la médiation, c'est justement d'essayer un petit peu de décortiquer ça et de faire le tri pour essayer d'avancer autrement. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. Deuxième question, pour aller un petit peu plus loin dans la manière dont on va poser le sujet. Est-ce que tu as la sensation
que dans le cadre des séances de médiation que tu mènes, l'argent est utilisé comme une monnaie d'échange ou plus encore une forme de chantage concernant les enfants, concernant une possible prestation compensatoire du style si tu n'es pas d'accord avec l'alternance, tu n'auras pas de prestation compensatoire. Si tu n'es pas d'accord avec mon déménagement à Bordeaux ou à Toulouse avec ma nouvelle compagne ou mon nouveau compagnon, ben dans ce cas-là, je ferai en sorte de dissimuler quelques-uns de mes revenus et tu auras une pension alimentaire très basse. Est-ce que ces rapports de force, tu les ressens aussi dans les séances de médiation que tu mènes? Et ça peut m'arriver de les ressentir. Alors, c'est jamais aussi clair que ça, évidemment, parce que les gens n'expriment pas ça. Ils sont quand même... ils n'expriment pas ça sous le terme d'un chantage. Maintenant, ça peut exister. Oui, ça peut exister, mais en fait, en médiation, comme on se parle beaucoup et qu'on fait parler les gens, très vite, on va ailleurs, en fait. On essaye justement de sortir de ce chantage potentiel, parce qu'il n'est pas toujours réel non plus, et parfois il est même inconscient. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement de se parler pour essayer de sortir de cette question un peu binaire, tu fais ça, je fais ci, tu fais ça, je fais là, pour essayer de comprendre le sens, en fait, des demandes et l'intérêt de ces demandes. Merci Marie-Noëlle, merci. Alors, en tout cas, là, alors, je donne ma vision d'avocate, à savoir que ce que je viens de dire, j'entends bien ce que tu dis, à savoir qu'en médiation, effectivement, on se parle beaucoup plus qu'en cabinet d'avocat, puisque en cabinet d'avocat, et vous le savez, et je vous le répète, à vous majoritairement assistants sociaux, aujourd'hui, dans le cadre d'un divorce contentieux, il est évident, on a chacun son avocat, mais depuis 2017, dans le cadre d'un divorce amiable, on a aussi chacun son avocat. On ne peut plus avoir, comme avant 2017, un avocat qui faisait un petit peu, on va dire, à la marge, office de médiateur pour que les gens s'entendent. Ce qui fait que, effectivement, autant dans le cadre, dans l'espace de la médiation, les gens se parlent, dans le cadre d'un cabinet avocat, les gens mettent leurs angoisses et parfois qui ne sont pas forcément rationnelles, et ils mettent souvent en avant la possibilité d'un chantage à l'argent. Ça, je suis d'accord, mais en échange de quelque chose d'autre. Donc, pourquoi je tenais à aborder ce webinaire aussi sur ces visions un petit peu clivantes? Parce que j'imagine que vous, assistants sociaux, on vient vous dire à peu près aussi la même chose, puisque vous êtes un interlocuteur unique, que ce que moi j'entends en cabinet d'avocat. Donc, pour vous donner une première clé d'action et de compréhension sur ces questions-là, il faudrait aborder à minima les choses comme les médiateurs familiaux sont susceptibles de l'aborder, à savoir de sortir un peu de l'angoisse, de sortir de la peur et de ne pas toujours mettre des mots ou un champ lexical extrêmement négatif, effrayant, menaçant sur ces questions d'argent. Ça permet de faire baisser la tension. Je vais vous donner un exemple assez précis qui va vous parler à vous assistants sociaux. J'ai une dame qui est venue me voir, elle a une fratrie importante, 4-5 enfants, un majeur mais 4 enfants mineurs, et elle me dit que depuis un certain temps, elle a des problèmes au niveau de la CAF, puisqu'il y a eu un trop perçu et que la CAF a récupéré le trop perçu sur son salaire, que ça la met en difficulté, qu'ils ont déjà séparé les comptes, et que malgré ses demandes, monsieur ne lui a pas reversé ce trop perçu de la CAF qui l'a beaucoup handicapée au quotidien, parce qu'elle s'est retrouvée, alors qu'elle avait un revenu d'à peu près 2 000 €, elle s'est retrouvée avec cette ponction de la CAF avec seulement 1 400 € par mois, et que c'était extrêmement difficile à faire. Eh bien, on s'est retrouvés avec l'avocat de la partie adverse, les deux, monsieur et madame, donc ma cliente et l'autre, le mari accompagné de son avocat, et on a posé la question de l'argent, la CAF, à froid, posément, qui allait récupérer la CAF, pourquoi, quel était l'intérêt pour l'un et pour l'autre, notamment en matière de
d'imposition, quand est-ce que je dois déclarer à la fois les pensions alimentaires et les pensions, les allocations CAF, combien je vais être imposée, combien je vais être, combien je vais pouvoir, comment dire, enlever, retirer, avoir un bénéfice, notamment pour le mari en termes de crédit d'impôt, etc. Et donc tout ça, on a pris l'angoisse de madame qui était certaine que son mari ne ferait pas droit à sa demande et qui, dans un cadre apaisé, qui était effectivement celui d'un cabinet d'avocat, c'est pas le même apaisement qu'on peut trouver que dans le cabinet d'un médiateur familial, mais en tout cas, ils sont arrivés à se parler, on est arrivé à mettre à distance cette question-là, et le mari, in extenso, a dit ah ben j'avais pas compris les choses comme ça, et lui a fait devant nous le virement de la part qu'il devait à son épouse. Tout ça pour vous dire que ces questions d'argent, je vous invite, vous, assistants sociaux, à vous en emparer avec le maximum d'objectivité en disant voilà, que vous doit monsieur, on prend le barème des pensions alimentaires, on prend telle et telle durée de la vie commune, la disparité de revenus, etc. Et on essaye d'envisager les choses sous un angle plutôt pragmatique et pas sous un angle trop émotionnel ou trop axé en si je fais pas ça, il va me faire un chantage sur les enfants, parce que là, d'un coup d'un seul, on décale des questions d'argent qui peuvent trouver des solutions éminemment pragmatiques, objectifs et objectivables vers un terrain tout à fait émotionnel qui nous éloigne de la solution précisément. Alors, on va d'abord aborder la question de la pension alimentaire, qui est éminemment liée, là encore une fois, à la question de la résidence. Puisque comme vous le savez, vous avez dans les barèmes de fixation de pension alimentaire 3 modalités de fixation, selon que l'enfant est en résidence alternée, l'enfant est en résidence classique, c'est-à-dire il réside chez l'un des parents et que l'autre parent bénéficie d'un week-end sur 2 ou d'un week-end sur 2 plus de mercredis par mois, ou alors un droit de visite réduit quand vous avez le parent qui a renoncé à son droit de visite et d'hébergement ou ne voit son enfant que de manière extrêmement parcellaire ou parfois pas du tout. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi je vous rappelle, vous savez, vous déjà, notamment assistants sociaux? Parce que ce qu'on entend beaucoup, et Marie-Noël, tu me diras si tu l'entends aussi, c'est que mon mari ou ma femme veut absolument la résidence alternée parce qu'elle ne veut ou il ne veut pas payer de pension alimentaire. Donc ça, c'est un arrêt sur image que je vous fais extrêmement important, à savoir que même dans le cas d'une résidence alternée, lorsque vous avez une disparité de revenus suffisamment significative, c'est-à-dire une disparité, on va dire, à hauteur de 700 ou 1000 euros par mois en défaveur du débiteur de la pension alimentaire, eh bien, même dans le cadre d'une alternance, eh bien, vous aurez la fixation d'une pension alimentaire. Est-ce que ça, c'est aussi un présupposé que tu entends beaucoup, Marie-Noël, à savoir, à moi, il ou elle veut l'alternance parce qu'il ne veut pas payer de pension alimentaire? Oui, alors c'est vrai que ce que tu dis là, c'est tout à fait juste. Et ce que tu disais précédemment aussi, c'est qu'en fait, les gens prêtent à l'autre des intentions fausses ou vraies, c'est variable. Enfin, ils leur prêtent souvent beaucoup d'intentions. Et c'est souvent le cas quand on est en conflit avec quelqu'un, même quand il ne s'agit pas d'un couple. On a toujours l'impression qu'il est en train de penser un truc, faire un truc, ruminer, essayer de trouver vraiment une solution pour vous nuire, etc. Donc, dans le couple, c'est pareil, et je dirais même a fortiori, parce qu'un divorce, c'est pas rien, et c'est vrai que souvent, un divorce appauvrit beaucoup. Donc, la question financière est importante. Néanmoins, c'est vrai que alors moi, je vois souvent les gens ensemble. Bon, d'abord, je les vois seuls dans un premier temps et puis ils m'expliquent les choses. Et on est toujours étonné, et c'est tout l'intérêt de faire ce métier et d'avoir les deux en même temps, même si c'est pas toujours facile. C'est que en fait, ce que l'autre dit, ce que l'un dit de l'autre n'est pas toujours vrai. C'est exactement ce que tu racontais tout à l'heure avec le couple que vous avez reçu avec les avocats. C'est-à-dire que effectivement, il y en a un qui va dire, il veut prendre, enfin souvent, alors je vais pas faire, il y en a un qui va dire, il veut la résidence alternée, mais en fait il s'en fiche des enfants, il veut juste faire la résidence alternée parce que comme ça il n'aura pas de pension alimentaire à verser.
quand on entend la version de celui justement qui veut la résidence alternée, qui peut être le père, parce que c'est quand même souvent le père qui la demande et la mère qui hésite un peu, pas toujours, hein, on se rend compte que le père, certes, il y a peut-être la question financière qui le motive à demander la résidence alternée, mais il y a d'autres raisons. Enfin, les gens ne sont pas des... En fait, ce qui est compliqué, c'est que on est les personnes et nous tous, on est multiples et que en fait, quand on est en conflit, on ne voit qu'une face une facette de l'autre. Donc, ce qui est intéressant pour les personnes qui nous écoutent là, c'est effectivement d'essayer de mettre un peu les choses à distance et en voyant peut-être ce qu'il peut y avoir de positif malgré tout, par exemple dans la demande d'une résidence alternée. Et peut-être d'essayer de les inviter à aller s'assurer que derrière leur demande, c'est uniquement une demande d'argent, ce qui est souvent pas le cas en fait. Mmh. Effectivement, Marie-Noëlle, je te rejoins parce que vous le savez aussi bien que moi, vous, assistants sociaux qui, en tout cas, notamment, vous n'êtes pas tous assistants sociaux, mais principalement qui assistent à ces webinaires. Effectivement, la résidence alternée, c'est pas qu'une question d'argent, c'est quand même une charge, comme on le dit de manière maintenant un peu sociétale, c'est une charge mentale pour un parent d'accepter une résidence alternée en termes d'aménagement de son temps de travail, en termes de coûts quotidiens. Donc, c'est vrai que ce présupposé de dire ah, il ou elle veut la résidence alternée pour payer moins de pension alimentaire, c'est pas souvent vrai, c'est pas toujours vrai, parce que derrière l'économie qu'un parent pourra faire, par exemple, en ne payant pas de pension alimentaire, il aura d'autres problématiques en termes organisationnels ou en termes d'évolution au sein de son travail et qui est une sorte de sacrifice, je dirais, que l'autre fait parce qu'il tient à ses enfants et tient à les avoir beaucoup plus régulièrement qu'il ne les aurait dans un droit de vie classique. Donc, attention, encore une fois, comme le dit justement Marie-Noëlle, à ne pas prêter des intentions et à voir les choses de manière objective. Catherine nous dit dans le chat, effectivement, et c'est pour ça que j'insistais sur cette notion-là, Catherine, c'est que il y a beaucoup d'associations qui véhiculent le fait que si résidence alternée, pas d'attribution de pension alimentaire. Donc là aussi, encore une fois, attention, vous avez sur servicepublic.fr, sur le site du ministère de la Justice, des simulateurs de pension alimentaire qui sont très très nets. Vous cliquez combien d'enfants, quel est le temps de la résidence classique, résidence réduite ou résidence alternée, et là on vous propose une somme. Alors cette somme-là, effectivement, qui est dans les barèmes, elle va devoir être mise en équilibre avec les charges et les revenus de chacun. Imaginons que le simulateur vous prend un monsieur qui a par exemple 4 000 € de revenus, donc un revenu tout à fait correct. Et vous mettez 2 enfants, droit de visite classique, là vous tombez sur 600 €, 700 € de pension alimentaire par mois. Mais si concomitamment, ce monsieur a accepté de faire une fleur à son épouse, j'ai le cas d'un client comme ça, et qui a dit moi je prends ma charge tout le crédit immobilier en cours. Et en plus de ça, j'accepte que tu restes dans le logement le temps que le divorce soit prononcé pour assurer la stabilité des enfants et pour que la part de la moitié du crédit immobilier dont il faut s'acquitter chaque mois ne soit pas trop lourd pour toi. Eh bien, ce monsieur fait un geste extrêmement important en direction de son épouse. Donc, dans ces cas-là, on peut tout à fait mettre en balance, non seulement effectivement partir de ce montant in abstracto, objectif que le simulateur nous a donné et dire mais attention, il faut le mettre en balance avec toutes les charges que monsieur a accepté de prendre sur lui au moment du divorce. Vous avez un autre point qui va minorer le montant de la pension alimentaire qui s'affiche dans les simulateurs, c'est notamment si une des deux personnes a, alors je n'aime pas trop cette expression parce que on continue sa vie, on a des étapes de vie, mais si l'un ou l'autre a refait sa vie. Donc, il faut savoir que effectivement, les revenus de quelqu'un qui s'est remarié doit bien évidemment, alors ça c'est dans une vision post-divorce, mais évidemment sont tout à fait pris en compte. Vous prenez un homme ou une femme qui en fait a un revenu au niveau du foyer beaucoup plus large parce qu'il s'est remarié ou parce qu'il est pacsé et que il a agrandi, on va dire, ses revenus et qu'en plus de ça il partage ses charges. Bien évidemment, ça va permettre au débiteur, que ce soit un homme ou une femme, de demander
une augmentation de pension alimentaire en disant, regardez, certes le simulateur me dit 700 € par mois, mais monsieur pourrait payer plus parce qu'il partage aujourd'hui ses charges avec quelqu'un d'autre. Par contre, ce que je vous dis n'est pas vraiment valable dans le cadre de la procédure de divorce contentieuse. Quand vous avez, et c'est le cas aujourd'hui, c'est communément admis, le divorce pour faute est devenu infinitésimal en matière d'adultère, et vous avez beaucoup de gens qui, dans le cadre du divorce, qui même si les délais ont été raccourcis, se remettent rapidement en couple, si on peut appeler ça, alors qu'ils sont toujours mariés sur le papier, mais ils vivent avec une autre personne. Et bien là, dans ces cas-là, on ne pourra pas demander à ce que soient pris en compte les revenus du nouveau concubin ou de la nouvelle concubine. En fait, il n'y a même pas de terme exact dans ces cas-là. Je vais reprendre le relais parce que je crois que Judith a un petit souci. Alors, je vois là dans le chat que quelqu'un, Christine, dit que cela ne concerne exclusivement les personnes en situation de divorce. Et ça dépend, non, pas toujours. C'est-à-dire que la pension alimentaire, ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution financière, et qui elle est versée aussi quand les gens sont en situation de séparation sans qu'il y ait un divorce. Judith, j'ai répondu, mais ça serait bien que tu y répondes avec plus de précision sur le fait que ça ne s'applique pas uniquement aux situations de divorce, quand les gens sont séparés, se séparent. Bien sûr, oui. Évidemment, Marie-Noël, évidemment. Simplement, ce que je voulais mettre en exergue, je te remercie de poser cette question-là. C'est Christine qui a posé la question. Alors voilà. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Christine. Pourquoi j'ai parlé de divorce et l'argent et j'ai pas parlé de divorce, séparation et argent? Parce que la grande nuance entre une procédure de divorce et une procédure de séparation d'un couple de concubins ou d'un couple pacsé qui a des enfants, c'est que la question de l'argent, en tout cas de l'argent entrevue de manière panoramique, XXL, n'est pas du tout prise en compte dans le cadre d'une requête auprès du juge des affaires familiales concernant la fixation de la résidence des enfants pour des couples de concubins ou des couples pacsés. Pour les couples de concubins ou pacsés, là, vous êtes dans le cadre strict de la seule fixation d'une pension alimentaire. C'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, que ce soit les enfants de couples mariés, de couples concubins ou couples pacsés, ils ont exactement le même statut. Depuis les années 70, je le rappelle quand même parce qu'il m'arrive de l'entendre, il n'y a plus du tout cette notion d'enfant naturel. Du tout. Mais la grande différence entre une requête auprès du juge des affaires familiales, qu'elle soit sous la forme de l'assignation à la forme des référés, c'est-à-dire en urgence, ou qu'elle soit simple, ou qu'elle soit conjointe dans le cadre d'une convention parentale, avec une procédure de divorce à l'amiable ou au contentieux, c'est que dans le cadre du divorce, on envisage toute la vie du couple, c'est-à-dire les enfants, la résidence des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, la vente des biens, etc. Imaginons un couple un couple de personnes qui sont pacsées ou qui sont concubins, qui ont contracté un prêt ensemble, qui ont une maison en indivision, c'est-à-dire 50-50, qui ont aussi des enfants. Et toute la question de la vente de la maison, de qui va racheter les parts à l'autre, etc., est complètement exclue dans le cadre d'une requête JAF concernant les concubins et les pacsés. Ça fait que toute cette question, on va dire, d'argent, d'intrication entre l'intérêt des enfants et la liquidation du régime matrimonial, que ce soit des biens mobiliers, immobiliers ou des comptes, est beaucoup plus et absente d'une séparation qui concerne des couples de concubins ou pacsés. Pour aller encore plus loin que ça, ce que je viens de vous dire, à savoir que au moment de la fixation du montant d'une pension alimentaire, on va prendre aussi en compte, notamment si une personne vit en couple, de quelle manière. Par exemple, vous avez des maris qui quittent le domicile conjugal et qui vont s'installer chez leur nouvelle copine, compagne, maîtresse, vous appelez ça comme vous voulez. C'est selon dans la bouche des personnes qui viennent me voir. Eh bien, effectivement, dans le cadre du divorce contentieux, on va pas pouvoir prendre en compte stricto sensu les revenus
de la nouvelle compagne qui n'en est pas, parce que quand on est marié et on peut pas être marié et en même temps être en couple avec quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle la polygamie et c'est complètement prescrit. Par contre, auprès du juge d'affaires familiales ou dans le cadre d'une procédure de divorce à l'amiable, on pourra prendre en compte ça, de dire voilà, tu m'as laissé le logement, mais maintenant je suis toute seule à m'acquitter du loyer, tandis que toi, tu vas payer le loyer avec ta nouvelle compagne. Eh bien, toutes ces modalités d'appréciation de la fixation de la pension alimentaire, eh ben, ils sont beaucoup moins nets dans le cadre d'une requête JAF concernant les couples de concubins ou pacsés. On ne peut pas introduire des éléments aussi fins. C'est vraiment une requête JAF pour les couples de concubins ou de pacsés. Ça ne concerne que la résidence des enfants et la fixation de la pension alimentaire. C'est-à-dire que tout le reste, on l'évacue. Alors qu'en matière de divorce, on va intégrer tout ça. Donc, merci pour cette question, Christine. Merci de l'avoir évoqué, Marie-Noël. Quelqu'un dans le chat nous dit aussi que un monsieur, semble-t-il, qu'il a ses enfants en résidence alternée et qu'il a payé 1 000 € de pension alimentaire. Eh bien, voilà, c'est bien la preuve que l'alternance ne permet pas d'échapper à la fixation d'une pension alimentaire. Alors aujourd'hui, en 2022, quelle est la nouveauté? Eh bien, la nouveauté, c'est pour ça que je voulais aborder cette nouvelle session de webinaire avec cette question du divorce et l'argent, c'est que vous avez l'ARIPA, qui est une émanation de la CAF, qui fait qu'aujourd'hui, tout débiteurs, tous les débiteurs et les créanciers d'une pension alimentaire doivent passer automatiquement par la CAF pour verser la pension alimentaire. Ce qui permet d'éviter les retards de versement et ce qui permet aussi à la CAF de mettre en place très rapidement cette fameuse allocation de soutien familial à hauteur de 102 ou 103 €, me semble-t-il, que la CAF va verser lorsque la personne qui doit une pension alimentaire ne la verse pas et la CAF va pouvoir mettre ça en place de manière extrêmement rapide. Alors, quelle est l'effectivité de cette mesure qui est toute nouvelle, du 1er mars 2022? Bon, certains de mes clients me disent que c'est très efficace, d'autres me disent que ça l'est moins, mais en tout cas, l'idée, effectivement, c'est d'automatiser le versement de la pension alimentaire, que quand on dit c'est le 5, eh ben c'est vraiment le 5. Parce qu'en fait, il faut transférer à la CAF soit le jugement de divorce, ou soit ce qu'on appelle aujourd'hui la première étape du divorce contentieux, qui est l'ordonnance d'orientation au sein duquel va être fixé le montant de la pension alimentaire, soit on transfère la convention de divorce par consentement mutuel dans lequel est inscrit le montant de la pension, et la CAF va gérer tout ça. C'est-à-dire, c'est plus la femme, parce que malheureusement, en général, ce sont les femmes qui sont en majorité écrasante, 45% de familles monoparentales qui ne perçoivent pas de pension alimentaire. Voilà, donc c'est pour ça que ce système a été mis en place et ça va éviter à ces femmes-là de se transformer. Alors, j'avais bien aimé ce terme-là, même s'il est assez dur, tu me diras, Marie-Noël, si tu le partages avec moi, de mendiante. C'est-à-dire que j'avais vu une fois un article ou une émission, je crois, sur France Inter, qui disait que pourquoi la fixation d'une pension alimentaire transforme les femmes, parce que c'est beaucoup de femmes, en mendiantes. Effectivement, je pense que, et vous pouvez interagir avec nous dans le chat, c'est que lorsque vous avez la fixation d'une pension alimentaire et que vous êtes divorcé ou séparé, eh bien, c'est avec les enfants le lien qui vous reste avec l'autre personne. Et quand la personne ne vous verse pas en temps et en heure ou ne vous verse pas du tout la pension alimentaire, eh bien, vous êtes dans une posture de devoir, entre guillemets, mendier, de dire pourquoi tu m'as pas versé, quand est-ce que tu vas me verser, et de faire attention, de regarder sur son compte bancaire, d'accepter parfois un versement en espèces, parfois en chèque, parfois d'accepter des choses qui sont pas admissibles en termes de budget mensuel, de dire ah bah là j'ai pas pu te payer, je te payerai dans 3 mois, etc. C'est pour ça que ce nouvel organe de la CAF a été créé, en lui espérant longue et bonne vie et en espérant que ça permette précisément aux femmes, notamment parce que c'est une grande majorité de femmes, de ne pas se sentir être dans une posture à mendier quelque chose qu'il aurait dû. Est-ce que tu partages ce sentiment, Marie? Absolument, parce que c'est un moyen de pression en fait, cette pension. Moi, j'avais rencontré, mais c'était déjà il y a pas mal de temps, une femme qui comme ça était divorcée de son époux qui lui versait son ex-époux qui lui versait une pension alimentaire et qui, alors maintenant ça se fait moins parce qu'on utilise moins les chèques, mais il travaillait dans la même société et donc l'homme lui donnait un chèque chaque mois. Et donc, chaque mois, il lui demandait de venir dans son bureau pour lui donner son chèque.
et souvent en retard, enfin avec toute cette humiliation justement et ce fait de montrer à quel point c'est lui qui détenait l'argent pour verser. Alors ça, effectivement, alors les chèques sont beaucoup moins utilisés, mais c'est vrai que ces questions-là, elles sont symboliques. Il faudrait pouvoir les aborder de façon, c'est tout l'intérêt, à chaque fois je dis ça, mais de venir en médiation, c'est que là, derrière ça, il y a quand même un manque de respect considérable, avant même le manque matériel que ça va occasionner. Donc ça, ces questions-là, quand on peut en parler, quand la personne qui n'a pas sa pension alimentaire à temps ou qui n'en a pas l'intégralité, parce qu'il y a toujours une bonne raison, il n'y a que ci, que cela, ça permet quand même de pouvoir dire les choses et puis de l'entendre différemment de la part de celui ou de celle qui ne verse pas cette pension. Donc, effectivement, ça reste un lien qui peut être parfois un petit peu pervers, en fait, ce lien d'argent qui reste entre deux personnes qui ont vécu ensemble et qui ont des enfants ensemble. Il y en a qui l'utilisent à tort et à travers et heureusement que on peut faire appel à des organismes comme l'ARIPA, mais aussi parfois c'est juste des petites choses au quotidien qu'il faut gérer qui sont très désagréables. Exactement, Marie-Noëlle. Alors, je vais vous donner là maintenant tout de suite, pour continuer sur cette question des pensions alimentaires, et après on va passer à la deuxième partie sur la prestation compensatoire et les devoirs de secours, un angle de réflexion et d'action pour les personnes que vous rencontrez très, très, très important. Les gens confondent beaucoup la pension alimentaire avec les frais annexes. Quels sont les frais annexes? Les frais scolaires, les frais extrascolaires, les frais d'études quand il s'agit de jeunes majeurs, parce que vous le savez et je le répète, la pension alimentaire est due à tous les enfants, même majeurs, sauf s'ils sont devenus autonomes financièrement et qu'ils ont terminé leur étude. Et ça, c'est très important parce que ces deux notions-là, autonome financièrement et avoir terminé ses études, c'est un critère cumulatif. Si vous avez quelqu'un, un jeune majeur, par exemple 23-24 ans, qui a terminé ses études, mais qui n'est pas autonome financièrement, il faut continuer à lui verser une pension alimentaire. Si vous avez un jeune qui est légèrement autonome financièrement, vous avez le cas souvent pour des jeunes qui font de l'alternance ou ce genre de choses, mais qui n'ont pas une gratification d'alternance extraordinaire, qui peut être de 900 €, 1000 €, et donc qui sont autonomes financièrement, en tout cas d'une certaine partie, mais qui n'ont pas terminé leurs études, eh bien là aussi, il faut continuer à payer la pension alimentaire. Je fais cette parenthèse très importante parce que pour les jeunes majeurs, il y a une grande différence, c'est que si le jeune majeur vit par exemple au domicile de sa mère, c'est la mère qui continuera à percevoir la pension alimentaire, même si le jeune est majeur. Par contre, si le jeune majeur habite dans un studio, dans une colocation, dans une résidence étudiante, eh bien, c'est à lui, et c'est là que c'est extrêmement sensible et que ces notions d'argent sont indissociables, inextricables des liens familiaux, c'est le jeune majeur qui devra faire une procédure auprès du juge aux affaires familiales pour voir fixer une pension alimentaire à son bénéfice ou pour même aller porter plainte, par exemple pour abandon de famille. Sachez que il y a aussi cette partie pénale. Quand quelqu'un n'a pas payé la pension alimentaire depuis c'est à peu près entre 1 mois et 2 mois, la personne qui doit recevoir la pension alimentaire peut aller porter plainte pour abandon de famille au commissariat. Et le problème avec des jeunes majeurs, c'est qu'ils sont extrêmement précautionneux, ils n'ont pas envie de faire de la peine à leur père ou à leur mère, et ils ne demanderont pas de pension alimentaire. Donc sachez qu'un jeune majeur qui n'est pas encore autonome financièrement, qui n'a pas terminé ses études, doit lui aussi exiger, comme une ex-épouse, comme ou un époux, la fixation d'une pension alimentaire. Et ça, c'est une démarche pas facile de traîner en quelque sorte en justice un de ses parents qui ne paye pas. Il y a une question qui m'a été posée aussi très importante, c'est que si la situation d'une personne sur le plan socio-professionnel a changé, oui, on doit faire réviser le montant de la pension alimentaire, soit à la hausse, soit à la baisse, mais attention
attention, c'est que cette hausse ou cette baisse, elle se fait pas de manière informelle. C'est pas du jour au lendemain, on arrête de payer la pension alimentaire. Il faut sans délai saisir le juge aux affaires familiales, ou alors il faut aller voir un médiateur, faire un accord de médiation qui ne tient pas lieu de loi entre les parties, mais qui est suffisamment probant pour emporter l'assentiment du juge aux affaires familiales. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a signé un accord de médiation mais qui dit mais bon, moi je veux pas aller devant la justice, eh bien l'autre pourra s'emparer de cet accord de médiation et dire bah regardez, monsieur ou madame a signé un accord comme quoi il était OK pour voir fixer tel ou tel montant de la pension alimentaire. Donc oui, le montant de la pension alimentaire peut se revoir, peut se voir révisé. C'est le terme qu'on emploie en matière de pension alimentaire, mais il faut saisir systématiquement le juge aux affaires familiales. Combien j'ai eu de pères qui se sont arrêtés de payer la pension alimentaire parce que un de leurs enfants, par exemple, était devenu autonome financièrement et qu'il avait terminé ses études, eh bien, la mère a fait une saisie sur salaire, ce qu'on appelle une procédure de paiement direct. Et donc, ça a été c'est toute une procédure extrêmement compliquée pour retourner devant le juge aux affaires familiales et arrêter ce paiement direct. Là aussi, je vous fais une parenthèse extrêmement importante, c'est que la chance qu'ont les femmes notamment qui voient leur pension alimentaire impayée au-delà du système de l'ARIPA, lorsque le père de leurs enfants est salarié, elles peuvent aller chez n'importe quel huissier de France et de Navarre faire cette procédure de paiement direct, c'est-à-dire qu'elles viennent avec l'adhésion de justice, avec la convention de divorce par consentement mutuel et les coordonnées de l'employeur, et l'employeur va saisir automatiquement une part du salaire de la personne qui devait payer la pension alimentaire. Là où c'est plus délicat, c'est quand vous êtes face à des pères qui ne veulent pas payer la pension alimentaire et qui dissimulent des revenus, soit parce qu'ils sont entrepreneurs, soit parce qu'ils ont des SCI à droite à gauche ou un patrimoine immobilier. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et dans ces cas-là, vous pouvez toujours aller voir un huissier, parce qu'effectivement, même si la RIPA, ça fonctionne, ça ne reste que 100 euros de pension alimentaire. Là, je parle surtout pour les pensions alimentaires relativement élevées, au-delà de 200 euros, entre 200 et 500 euros par enfant. Eh bien là, vous pouvez faire, lorsque le parent qui ne respecte pas ses devoirs en matière de pension alimentaire, eh bien vous pouvez aller saisir un huissier qui fera ce qu'on appelle une requête FICOBA et qui ira saisir les comptes bancaires du père qui est en auto-entrepreneur ou entrepreneur ou qui est gérant de telle ou telle boîte ou qui dirige, qui est à la tête de telle ou telle SCI. La difficulté là encore, c'est que les requêtes FICOBA peuvent être très efficaces. Moi, j'ai vu des femmes récupérer du jour au lendemain 5-6 000 euros parce qu'il y avait une saisie sur un compte bancaire. Mais lorsque la personne en plus, ensuite, de dissimuler ses revenus, a mis ses comptes à l'étranger, par exemple. Alors là, malheureusement, je dirais que vous avez que vos yeux pour pleurer et vous pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est ressaisir le juge d'affaires familiales pour que, ou alors porter plainte pour abandon de famille, pour confronter le parent très très indélicat qui ne paye pas devant la justice. Mais malheureusement, c'est des procédures qui sont un peu longues, qui sont coûteuses sur le plan humain et psychologique, et beaucoup de femmes renoncent, parce que c'est une majorité de femmes qui subissent les impayés, renoncent à saisir la justice dans ces cas-là. Donc, pour faire un petit arrêt sur image, et je te donne la parole tout de suite après, Marie-Noëlle, ce qu'on peut retenir de cette première grande partie du webinaire, c'est d'abord d'être très vigilant sur la partie, on va dire, plus émotionnelle du ressenti de la séparation et des données plus objectives ou plus objectivables. Deuxième point que vous devez retenir, c'est que l'alternance n'est pas l'alpha et l'oméga pour échapper à la fixation d'une pension alimentaire. Troisième point, c'est qu'effectivement, cette pension alimentaire, pour fixer son montant, eh bien, toutes les conditions de la vie de l'un ou de l'autre doivent être prises en compte, les charges, les revenus, il ne faut pas se contenter du simulateur, il faut voir si la personne a refait sa vie, si elle vit avec quelqu'un ou pas, etc. Donc, dans ce cas-là, on va évaluer à la hausse ou à la baisse. Et quatrième point, retenir que cette pension alimentaire, cet argent, eh bien, cette pension alimentaire peut être demandée non seulement par l'un des époux dans le cas du divorce, mais aussi après le divorce, notamment par des majeurs qui ne vivent plus chez l'un ou l'autre de leurs parents et qui, parce qu'ils ne sont pas encore autonomes financièrement et qu'ils n'ont pas fini leur étude, peuvent
solliciter auprès du parent indélicat la fixation et le versement de la pension alimentaire. Voilà, je voulais vous faire un petit arrêt sur image pour rappeler ces 4 points. Marie-Noël, je t'en prie. Non, juste un point pour relever ce que tu as dit, Judith, c'est que souvent quand il y a des modifications dans les revenus des gens, quand la situation change, parce que évidemment le jugement il est établi, que ce soit dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation concernant la contribution financière, la résidence, il est établi à un temps T et puis les choses évoluent. Or, on sait que la justice est lente et que parfois c'est compliqué de ressaisir le JAF donc les gens du coup attendent alors que la situation a beaucoup changé, que le jugement ne correspond plus du tout à la réalité de la situation. Je rappelle, comme l'a dit Judith, qu'on peut en effet, il faut saisir la justice pour mettre les choses à plat et puis que ça soit correspondant à la réalité des faits, et qu'on peut justement aller en médiation avant ça, ou pendant, enfin le temps que le juge qu'on ait une audience, ou pour justement essayer de faire en sorte que la réalité, que que les montants correspondent à la réalité. Donc c'est important de pas laisser. Parfois c'est parce que les gens se disent oh là là, ça va être compliqué de ressaisir la justice, ceci, cela. Mais en fait, il y a d'autres moyens, notamment la médiation, pour essayer d'aller voir ensemble comment on peut adapter justement ce qui a été prévu dans un premier jugement à la réalité de la situation. Merci beaucoup, Marie-Noël. C'est donc toute cette question de révision. Je prends rapidement vos questions dans le chat et je vais passer à la question de la prestation compensatoire. Catherine nous pose 2 questions très intéressantes. C'est que en ce qui concerne les critères de versement de la pension alimentaire pour les majeurs, il faut que ce soit bien explicité auprès du juge d'affaires familiales, que ce soit bien indiqué. Et si l'un des critères n'est plus d'actualité, effet autonomie ou fin d'études, Catherine, le versement de la pension alimentaire est dû. Encore une fois, je le répète, il faut que ces 2 critères soient remplis. Il faut que le jeune majeur soit autonome et ait terminé ses études. S'il n'y a qu'un des critères qui est rempli, la pension alimentaire doit être versée. Et je rebondis sur votre deuxième question qui est très importante, Catherine, c'est que vous avez des contextes où vous avez des jeunes, des adolescents qui ne veulent plus voir l'un des 2 parents, notamment le parent qui va verser la pension alimentaire. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et que moi j'essaie de beaucoup prévenir, à savoir qu'on n'a qu'un père, qu'on n'a qu'une mère. Encore une fois, ce sont des lieux communs et qu'il faut faire autant que faire se peut, sauf effectivement dans les situations de menaces, de chantage, de négligence ou de maltraitance. Il faut garder un lien avec l'un ou l'autre des parents. Mais en tout cas, c'est vrai que souvent, vous avez des pères qui disent « Ah ben moi, mon enfant de 13 ans, il veut plus me voir. Mon adolescent de 15 ans, 16 ans, j'ai plus de contact avec lui. Ou alors mon fils ou ma fille qui est étudiant, il veut plus me voir. » Eh bien ça, c'est extrêmement important. Pour le coup, la loi est très nette. Il n'y a aucun rapport entre les droits et les devoirs d'un parent. À savoir qu'un parent même qui a son enfant, qui a été, prenons un cas paroxystique, qui a été kidnappé par l'autre, il sait pas où l'enfant réside, etc., mais il a encore que le compte bancaire de la dame, il doit continuer à s'acquitter du versement de la pension alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas vos enfants. Et je mesure à quel point, parce que j'ai eu beaucoup de pères qui sont venus me voir, qui sont dans un grand état de désarroi, qui m'ont dit « Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux faire un peu pression, entre guillemets, en arrêtant de payer la pension alimentaire ? Peut-être que dans ce cas-là, je reparlerai ou je reverrai mon fils ou ma fille. » Eh bien non, il faut absolument continuer à verser le montant de la pension alimentaire, que l'autre parent soit diligent dans la manière de présenter ou pas l'enfant ou pas. Et c'est même le cas quand vous avez porté plainte dans le cadre de non-présentation d'enfant. Quand vous portez plainte pour non-présentation d'enfant, ça ne peut pas vous permettre de faire l'économie du versement d'une pension alimentaire. Je répète, quand on jeune majeur, et je vais tout de suite passer à la prestation compensatoire parce qu'il est déjà 14h50, c'est que un jeune majeur peut et même doit demander la pension alimentaire qui lui est due, mais si et seulement s'il ne réside plus
au domicile de l'un ou l'autre des parents, c'est-à-dire s'ils résident dans un studio ou voilà, de manière tout à fait autonome. Le temps à partie est court, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous envoie tout de suite mon adresse mail, mais je pense que vous l'avez depuis longtemps. On pourrait faire un webinaire sur la question des jeunes majeurs, je pense, parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat et il y a beaucoup de médiations ça se développe beaucoup, les médiations parents-ados. Et parents-ados, quand je dis ados, c'est jusqu'à 25 ans. Et ça pourrait être l'objet d'un webinaire très intéressant. Exactement, Marie-Noël, je retiens. À prévoir pour à partir de septembre 2022. Et donc, pour rebondir sur vos questions éminemment pertinentes, Catherine, quand il s'agit d'un majeur, un majeur, il fait ce qu'il veut. Il voit ou pas son père ou sa mère. Donc, il n'y a effectivement plus aucune obligation de présentation d'enfant. Vous avez quand même un autre niveau, Catherine, c'est lorsque l'un des parents, avant que l'enfant passe à la majorité, a fait en sorte d'isoler l'enfant du parent qui doit verser la pension alimentaire. Alors là, effectivement, je l'ai fait rarement, mais on peut porter plainte au pénal pour emprise psychologique, pour manipulation, pour isolement, mais en général, c'est très rare. Et malheureusement, ça finit souvent aussi par des procédures comme de manière intriquée avec une procédure juge des enfants. Mais là, je ne veux pas l'aborder parce que ce n'est pas le sujet. Si vous avez une situation de cette nature, Catherine, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même on pourra prévoir un échange téléphonique pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, la situation à laquelle vous êtes confrontés. Deuxième point du divorce est l'argent, et là qui est un peu plus délicat que la pension alimentaire pour laquelle il existe des barèmes, des évaluations assez précises, c'est la question de la prestation compensatoire. Alors, la prestation compensatoire, qu'est-ce qu'elle vient réparer? Elle vient réparer une disparité de revenus entre les époux. Et pour ça, je vais vous le mettre en document partagé très rapidement. Hop. Je vais voir si ça fonctionne. Voilà. Tac. Je vais essayer de vous la mettre en écran partagé pour que vous voyez bien les 7 critères de la prestation compensatoire. Donc, la prestation compensatoire, avant que ça s'affiche, c'est très important à savoir, c'est que dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, on peut en discuter de manière très large, très souple. À savoir qu'un divorce par consentement mutuel, et je le rappelle, c'est très important, c'est qu'on est d'accord sur le principe du divorce et on est d'accord aussi sur toutes les conséquences du divorce. C'est-à-dire, on est d'accord sur la pension alimentaire, sur le sort de la maison, je te rachète la part, je le vends, on est d'accord sur tout. Voilà. Et dans ce cadre-là, eh bien, un divorce par consentement mutuel, c'est un petit peu, j'aime bien donner cette image, comme une sculpture. On peut l'aménager comme on veut et on peut aussi dire au notaire qui va s'occuper de la liquidation matrimoniale. Ça aussi, c'est très important. Il faut savoir que dans le cas d'un divorce, vous avez plusieurs interlocuteurs. Vous avez d'abord l'avocat qui va s'occuper du divorce, l'avocat qui est obligatoire, incontournable, mais vous avez en matière de liquidation matrimoniale le notaire. Le notaire et l'avocat ont un devoir de conseil. C'était un des résumés de ce webinaire, c'est que oui, l'avocat a absolument un devoir de conseil. Il a un devoir de conseil sur la résidence des enfants, bien sûr, sur la fixation du montant de la pension et aussi sur celui de la prestation compensatoire. Et la prestation compensatoire est malheureusement une arme très, très, très puissante pour figer un divorce pendant des mois ou parfois des années. C'est la raison pour laquelle cette question, elle doit être abordée avec beaucoup de tact. Je m'explique. Et là, je veux bien ton retour, Marie-Noël. Même dans les cas où vous avez, alors en général, ce sont des hommes qui vont verser une prestation compensatoire due à une disparité de revenus ou à une disparité patrimoniale, ou alors quelqu'un qui a reçu une succession. Je vais tout de suite vous le présenter. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Tac, tac, tac. Donc, je vais peut-être agrandir un petit peu, mais en tout cas, la prestation compensatoire, ça désigne la somme d'argent, l'indemnité ou un droit versé ou transmis par une épouse ou un époux à son ex-conjoint lors d'un divorce et qui vise à compenser la différence de niveau de vie entre les époux. Je vais arrêter la présentation parce que c'est plus simple qu'on en parle. Hop.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que dans le cas de la prestation compensatoire, de la disparité de revenus, on va prendre ce sujet-là, notamment dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, et on va en parler. Alors, attention à ne pas parler in extenso de prestations compensatoires. Ça crispe énormément. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Marie-Noël, c'est que pour les hommes qui, par exemple, notamment les hommes, mais j'ai aussi des femmes qui versent des prestations compensatoires, qui ont des revenus beaucoup plus importants que l'autre, eh bien, ça peut considérablement crisper les choses parce que ils ont l'impression de se faire un petit peu plumer, de dire il ou elle en veut à mon argent. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Noël? Clairement, je trouve que c'est très intéressant d'expliquer qu'aujourd'hui, les prestations compensatoires ne concernent, bon, c'est souvent les hommes qui versent une prestation compensatoire, mais ça peut être aussi les femmes, parce qu'il y a quand même maintenant des femmes qui ont un niveau de revenu bien supérieur à celui de leur mari. Et j'ai envie de dire que pour les femmes, de verser une prestation compensatoire à leur mari, c'est presque encore plus difficile que pour un homme de verser une prestation compensatoire à sa femme. Donc, bon, là, Judith nous a quittés, mais moi, pour l'anecdote, je vais vous raconter une petite anecdote en attendant. J'ai eu comme ça en médiation un couple où madame gagnait beaucoup mieux sa vie que monsieur. Et en fait, quand on a commencé à aborder la question de la prestation compensatoire, elle a dit que non, elle ne verserait pas de prestation compensatoire. Ça s'est mal passé parce que pour elle, c'était impensable. Alors que je pense que dans le sens inverse, ça se serait peut-être passé. Maintenant, je pense que c'est important de revenir sur le fait qu'il y a des critères, en fait, qui sont très, très... alors après, ça peut s'interpréter, tu vas nous le dire. Alors, effectivement, Marie-Noël, les critères, on en a 7 que vous pourrez voir de manière assez aisée. C'est effectivement la disparité de revenus. Ça, c'est net. La disparité de revenus, on a cette notion de disparité de revenus dès que vous avez entre 700 et 1000 euros de différence. Dans ces revenus-là, ce qu'il faut aussi envisager, c'est très important, c'est pas simplement le salaire, c'est aussi toutes les commissions, les participations, les intéressements, les revenus locatifs et même la perspective d'avoir une succession très importante. Vous avez aussi un critère qui est extrêmement important, c'est les droits à la retraite. Comment est-ce que ça va s'articuler? Concernant les épouses, vous avez le temps que vous avez consacré à vos enfants, le temps pendant lesquels vous n'avez pas travaillé. Est-ce que vous avez renoncé à votre carrière professionnelle au profit de votre époux? C'est le cas souvent de femmes qui ont des maris qui sont en expatriation, qui sont ingénieurs ou autres. Vous avez plein de cas de figure et qui, dans l'intérêt de la famille, vont renoncer à un poste intéressant ou tout simplement vont décider d'être mère au foyer. Et là aussi, on rentre aussi dans des données extrêmement fines, à savoir que l'homme qui va devoir verser, c'est souvent les hommes, cette prestation compensatoire, va dire mais ça a été ton choix d'être mère au foyer. Moi, je ne t'ai rien imposé. Tu aurais pu travailler. J'ai par exemple j'ai des cas de dames qui avaient un niveau universitaire très important et qui ont fait le choix de ne pas travailler. Donc effectivement, toutes ces notions-là en matière de prestations compensatoires, vous avez cette notion extrêmement objective que vous retrouverez dans l'un des documents dans l'onglet Files, mais au-delà de ces éléments objectifs, vous avez la manière dont a été vécue la vie commune. Et ça, cette narration, elle est extrêmement importante. Comment, que lorsqu'on arrive à la fin d'une vie commune, qu'elle ait duré 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que dans le cas de la prestation compensatoire, on met aussi en avant la durée de la vie commune. Donc, bien évidemment, plus le mariage aura été long, et là, j'insiste aussi là-dessus, et je vous le dis à vous, assistants sociaux, c'est la durée du mariage qui est pris en compte. Par exemple, si vous avez été pendant 30 ans concubin et que vous êtes marié 2 ans, eh ben, c'est très difficile de demander une prestation compensatoire. On peut la négocier
dans le cas du divorce par consentement mutuel, mais dans le cadre d'un divorce contentieux, c'est quasiment impossible parce que pour un magistrat, le magistrat ne va prendre en compte de manière extrêmement technique et légale, conformément à la loi, que la durée du mariage et pas la durée de la vie commune, même pendant le concubinage. Juste question, la durée du mariage jusqu'à la séparation ou jusqu'au divorce? Alors, la durée du mariage, elle est prise en compte aussi jusqu'au prononcé du divorce, Marie-Noël. D'accord. Voilà. Et ce qui est très important à savoir, c'est que le préalable à la fixation de la prestation compensatoire, c'est la fixation d'une pension, ce qu'on appelle au titre du devoir de secours. C'est-à-dire qu'on demande, dans le cas de la première étape du divorce contentieux, une pension au titre du devoir de secours qui s'assimile à une pension alimentaire, mais qui est une pension versée à l'épouse. Par exemple, voilà, un monsieur va verser une pension alimentaire, il y a un différentiel de 2 000 € par mois, par exemple. Il va verser à ses enfants, à chacun, je ne sais pas moi, 250 € ou 500 € de pension alimentaire, et à son épouse, 300 € au titre du devoir de secours. Et cette pension qui est fixée au titre du devoir de secours va quasiment entraîner automatiquement la fixation d'une prestation compensatoire. Si vous n'avez pas eu de devoir de secours au préalable, vous aurez extrêmement difficilement une pension, une prestation compensatoire. Donc, les femmes à qui on n'a pas fait droit, ou les hommes, à une pension au titre du devoir de secours à l'occasion de cette première étape du divorce contentieux en matière d'ordonnance d'orientation, eh bien, vous êtes quasiment sûr que vous n'aurez pas de prestation compensatoire in fine. Alors, excusez-moi, parce que j'ai ma petite fille derrière moi, donc j'espère que voilà, les petits bruits d'enfants ne vous dérangent pas. Ce que je voulais dire aussi par rapport au montant de la prestation compensatoire, pour revenir sur ce que voilà. Sur ce que je vous disais au préalable. Pourquoi cette notion de prestation compensatoire ne doit pas être abordée immédiatement? Parce que c'est une vision extrêmement crispante de la séparation du couple. C'est-à-dire que c'est ramener tout de suite la séparation à une question d'argent et pas une question d'argent, on va dire, dont on sait qu'elle va arriver, par exemple la pension alimentaire, mais une question d'argent avec des montants extrêmement importants. C'est la raison pour laquelle moi je vous invite vraiment, vous assistants sociaux, à recommander auprès des personnes que vous rencontrez à ne pas aborder cette question-là et à laisser les médiateurs ou les avocats exposer cette question de la prestation compensatoire avec tact, avec finesse, pour précisément ne pas crisper toutes les conséquences du divorce sur des questions purement techniques. Parce que les gens, un mari par exemple qui sera potentiellement débiteur d'une prestation compensatoire, dira alors quoi, toute ma vie ça a été que ça, j'ai payé pour toute la famille et maintenant le divorce, encore je dois te donner 200 000 ou 300 000 €. Et du côté de la femme, et ça c'est une question qu'on a abordée dans la préparation de ce webinaire, Marie-Noël, extrêmement intéressante, à savoir que à partir du moment où la notion de faute a été complètement désincarnée aujourd'hui en 2022, c'est-à-dire qu'on peut plus faire de divorce pour faute, pour adultère, infidélité, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien la seule manière en quelque sorte de voir réparer cette douleur, c'est d'obtenir une prestation compensatoire importante. Aujourd'hui, le divorce pour faute ne vient que dans les cas notamment de violence conjugale. Est-ce que cette notion de réparation par l'argent, notamment après une longue vie commune, tu la ressens, Marie-Noël, en médiation? Oui, clairement. Mais justement, l'intérêt de la médiation, c'est de pouvoir… alors, en fait, ce que vient d'aborder Judith là, c'est le fait que aujourd'hui, on demande aux gens, et la médiation en fait d'ailleurs partie, de divorcer de façon la plus responsable possible, en essayant de trouver des accords, en essayant de trouver des solutions, etc. Sauf que souvent, quand même, la plupart du temps, quand il y a séparation, il y a une personne qui est quittée et une personne qui quitte. Et celle qui est quittée est en souffrance. Alors évidemment, parfois il y a des gens qui se quittent, qui sont d'accord tous les deux pour se quitter, mais c'est quand même pas la grande majorité. Or, cette douleur, cette souffrance qui est importante pour les gens, qui peuvent même les mener parfois à des situations de désespérance très profonde, ils ont besoin de la voir reconnaître d'une façon ou d'une autre. Et en effet, parfois, le fait de demander une prestation compensatoire, c'est une façon de
de la voir reconnaître. Alors, la prestation compensatoire, d'abord, elle n'est pas toujours donnée. Parfois, elle est plus petite que ce qu'on avait prévu. Enfin, bon, c'est compliqué. Et comme l'a dit Judith, quand on commence par parler de ça, souvent, ça crispe la discussion et c'est très compliqué. En fait, en médiation, la question n'est pas de faire en sorte qu'il n'y ait plus de prestations compensatoires, puisque ça fait partie du droit et que certaines femmes ou certains hommes y ont droit. Maintenant, il faut quand même se dire que peut-être que si les personnes souffrent beaucoup, qu'elles ont des choses à dire, elles ont peut-être besoin d'en parler, de s'en parler, plus que au fond la prestation compensatoire. Parfois, c'est symbolique, c'est une reconnaissance de la souffrance. Donc, cette reconnaissance, est-ce qu'on ne peut pas aussi en parler? Pour autant, je ne dis pas qu'il faut parler à la place de toucher de l'argent, parce que ça peut être très utile de toucher de l'argent, mais les deux sont nécessaires. On ne peut pas juste demander une prestation compensatoire sans comprendre à quoi ce qu'on y met en fait derrière. C'est très juste, Marie-Noëlle. Et je dirais en conclusion, parce que voilà, je vais essayer de terminer en temps et en heure et de pas déborder. On a dépassé de 5 petites minutes. C'est que je dirais que dans le divorce, toutes les questions d'argent ne doivent jamais être abordées de manière extrême. Je m'explique. Encore une fois, je reviens à ce qu'on a dit en introduction, c'est qu'il faut essayer de décorréler autant que faire se peut les questions d'argent et les questions des enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut jamais oublier, le rappeler aux gens que vous rencontrez, que l'alpha et l'oméga, la pierre angulaire du droit de la famille, c'est l'intérêt des enfants. Donc on ne peut pas mêler l'intérêt des enfants à des questions plus de couple ou d'argent ou de répartition du patrimoine ou de fixation de la pension alimentaire, même si effectivement l'intérêt des enfants va avec les moyens de les entretenir et de les éduquer, bien évidemment. Mais attention à ne jamais oublier ça, à rappeler aux personnes que vous rencontrez que derrière le divorce, la première question à se poser, c'est quel est l'intérêt des enfants? Maintenant, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'il faut échapper à deux postures. La première posture, c'est de dire l'autre me fait un peu un chantage. Si j'accepte pas ses conditions, il va demander une alternance. Ou il dit, ou il ou elle dit, je te donnerai pas de prestations compensatoires. Et souvent, vous avez des conjoints qui baissent les bras et qui disent, je renonce, comme le disait Marie-Noëlle, à exiger une pension alimentaire à un niveau digne. Je renonce à demander une prestation compensatoire. Ça, ce n'est pas possible parce que les gens, lorsqu'ils divorcent, ils ont un goût extrêmement amer et c'est au-delà de l'argent, c'est une sensation de dignité et ils ont l'impression d'avoir renoncé à des choses auxquelles ils auraient pu avoir droit tout à fait objectivement. Et l'autre posture qu'il faut aussi absolument éviter, c'est la posture contentieuse où on va faire de l'argent un levier pour maintenir une forme d'emprise, une sorte de fil à la patte et pour faire en sorte que ces procédures durent dans le temps. J'insiste sur un point extrêmement important, c'est qu'en matière contentieuse, vous avez une difficulté. C'est qu'aujourd'hui, et vous le verrez dans le PowerPoint sur la réforme du divorce contentieux depuis 2021, je m'excuse, une toute petite seconde. Mais là, je suis obligée d'attendre que Judith revienne. Excusez-moi, les conditions du direct, j'ai une petite fille malade, donc voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? La réforme du... Voilà, la réforme du divorce contentieux, c'est que le divorce contentieux vous promet aujourd'hui de raccourcir les délais, c'est-à-dire qu'en un an, vous êtes divorcé. Or, c'est une fausse promesse. Pourquoi? Parce que effectivement, même si les délais ont été relativement raccourcis, c'est-à-dire qu'avant vous étiez à 2 ans de procédure ou 2 ans et demi, et là maintenant vous êtes plus qu'à 1 an, mais vraiment dans les meilleurs cas, j'ai rarement vu 1 an, mais plutôt 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, la question du patrimoine commun, si elle n'a pas été réglée devant un juge d'affaires familiales, eh bien, elle sera réglée par ce qu'on appelle le juge de la liquidation. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vous disent « Mon divorce, il a duré 4 ans, il a duré 5 ans, pour certains, il a duré 10 ans. » Pour quelle raison? La raison est la suivante, c'est que le juge d'affaires familiales va prononcer le divorce, il va le prononcer, il va fixer les mesures obligatoires, c'est-à-dire la résidence des enfants, la pension alimentaire
éventuellement une prestation compensatoire. Mais si les deux époux ne se sont pas mis d'accord sur, par exemple, le sort du bien, le sort de banque, eh bien, tout va être figé. Et le juge d'affaires familiales va transférer tout ce contentieux-là à ce qu'on appelle le juge de la liquidation, qui est aussi un juge d'affaires familiales, mais qu'avec la casquette patrimoine. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il n'y a plus d'enjeu particulier en termes d'urgence ou de gravité, sauf à ce que l'un des époux vive en grande précarité. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque ces questions d'argent, mais afférentes plutôt au patrimoine commun, n'ont pas été réglées, eh ben, ça peut durer encore pendant des années à coup d'expertise, de contre-expertise, de surévaluation, etc. Donc, ces questions-là, je vous invite, vous, assistants sociaux, à les explorer avec la mesure, le recul qu'elles doivent comporter, à ne pas être dans des postures extrêmes, à essayer de décorréler d'abord l'intérêt des enfants, qui est primordial, et les questions d'argent dans un second temps ou concomitamment, mais en essayant de les lier le moins possible. Et bien évidemment, moi, je peux vous le dire par expérience, et ce sera ma dernière question, Marie-Noël, c'est que lorsque la question des enfants a été réglée avec intelligence et délicatesse, la question de l'argent peut être abordée avec beaucoup plus de souplesse et de transparence. Oui, oui, c'est sûr que quand les deux, en tout cas, décorréler les deux aide beaucoup à apaiser la discussion et à ce qui est plus ce levier affectif, enfin ce levier de chantage. C'est sûr que de toute façon, le mieux c'est de prendre les points par point et de pas tout imbriquer, de pas faire une espèce de gros gloubi-boulga dans lequel on retrouve plus rien. C'est l'intérêt de la discussion. Et justement, en médiation, ce qu'on fait, c'est que on note et on voit point par point de quoi on va parler pour essayer justement de tirer un fil, mais fil par fil, pas à pas, tout ensemble. Merci beaucoup Marie-Noël. Il est déjà 15h12. Donc avec la meilleure volonté du monde, le sujet étant vaste et très intéressant. Effectivement, on déborde toujours un petit peu. Mais en tout cas, je pense que Marie-Noël et moi-même, vous avons donné quelques clés très intéressantes, très pratico-pratiques pour aborder les rendez-vous que vous avez avec vos salariés et agents. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, n'hésitez pas à imprimer, en tout cas à enregistrer la documentation sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, que je vous ai mis dans l'onglet les documents. Ça vous donnera vraiment des éléments probants. Et ce qui est très intéressant aussi pour les questions d'argent, c'est de ramener les gens à des notions en disant bah venez, on va regarder ensemble que dit la loi. Que prévoit le simulateur en matière de prestations compensatoires. Vous avez par exemple 3 modalités de calcul. Donc dire écoutez, on va voir le patrimoine commun et on va essayer évidemment, sans vous improviser avocat ni notaire, qui ont un devoir de conseil extrêmement important sur ces questions-là. Et effectivement, je le répète, le notaire et l'avocat ont un rôle de conseil qui doit aller dans le sens de la décrispation sur ces sujets-là, de la résolution des problématiques, tout autant de manière différente qu'un médiateur familial. Et attention à ne pas tomber sur des professionnels qui soit vont pas être très diligents ou soit vont pousser leurs clients dans les extrêmes. Mais en tout cas, quand ces questions-là ont été abordées avec toute la mesure qu'elles méritent et qu'elles ont été abordées, je dirais, dans un second temps, c'est-à-dire toujours se dire que ce qui compte le plus, ce sont les enfants. J'ai eu un cas, par exemple, tout récemment, où avec nos clients respectifs, souvent en matière de divorce par consentement mutuel, on a des très bons rapports avec nos confrères, donc on essaie de trouver des solutions suffisamment réactives tous ensemble. Et on a été focus sur la résolution des problématiques financières patrimoniales, ou CAF, et on a réussi à dénouer des situations extrêmement importantes. Mais par contre, nos clients respectifs ne nous avaient pas assez informés de l'atmosphère explosive au sein du foyer commun.
Et en fait, nos clients nous avaient dit oui, ça se passe bien, tout va bien. Et on s'est rendu compte après coup, après avoir trouvé des solutions à toutes ces questions patrimoniales et financières, que en fait les enfants allaient très mal et qu'il aurait peut-être fallu avoir un focus sur les enfants avant même de parler des questions financières, et qu'en fait on s'était un peu laissé aller au narratif de nos clients respectifs qui nous avaient dit mais bon, c'est bon, on s'arrange ensemble. Le rôle d'un avocat, le rôle d'un notaire et bien évidemment le rôle d'un médiateur familial, c'est d'explorer toutes les composantes du divorce, d'abord en partant des enfants. Si on part des enfants, on arrive beaucoup plus, ça veut dire en remettant la priorité aux priorités, alors toutes les questions d'argent peuvent être abordées avec beaucoup plus de finesse. Dernier point que je veux vous donner pour aborder au mieux les rendez-vous que vous avez avec vos salariés et vos agents, c'est comme aux échecs, il faut avoir quelques coups d'avance. C'est-à-dire qu'en matière de fixation de la pension alimentaire ou des frais scolaires, extrascolaires, des études, du permis, un enfant qui est en sport-études, il faut lui acheter du matériel, ce genre de choses, eh bien, il faut explorer tous les frais qui sont afférents, notamment aux enfants. L'idéal étant d'avoir une pension alimentaire. L'idéal étant d'avoir une pension alimentaire à un niveau suffisamment élevé pour avoir faire fonctionner la RIPA ou pour faire fonctionner la requête FICOBA avec une saisie sur les comptes bancaires, parce que ça, c'est un point technique, j'ai oublié de vous dire, que je vous dis qui est très important, c'est que même dans le cas d'un divorce par consentement mutuel ou alors d'un divorce contentieux, si on détaille, si on fait par le menu détail, par le menu, je vais te donner, par le menu détail, tout ce qui est frais scolaires, etc., eh bien, le seul montant qu'on va pouvoir saisir, qui est saisissable, eh bien, ce sera le montant de la pension alimentaire. Tout le reste, les frais de cantine, les frais de permis, si l'autre ne paye pas, ce sera à vous de payer. Donc, attention à être bien focus dans la fixation du montant de la pension alimentaire sur un montant qui soit à la hauteur, et à ne pas dire bon ben j'accepte un faible montant de pension alimentaire parce qu'il ou elle m'a promis qu'il prendrait en charge les frais de cantine, les frais scolaires, extrascolaires, etc. Le jour où l'autre ne veut plus payer la cantine, etc., et ben vous avez que vos yeux pour pleurer, et ce sera à vous, si vous êtes saisissable, de payer l'entièreté des frais scolaires, extrascolaires. Donc toutes ces questions, elles sont très importantes et elles révèlent l'importance d'une excellente communication, c'est-à-dire que toutes les notions d'autorité parentale qui recouvre en fait le point très important qui est l'intérêt des enfants, eh bien cette notion d'autorité parentale, de communication, de partage d'informations, eh bien il se fait principalement dans le cadre de l'espace de la médiation familiale. Et malheureusement, l'avocat, on vient le voir quand c'est un peu trop tard et que les choses se sont un peu crispées. Donc n'hésitez pas. Mon mot de la fin sera celui-là, c'est que pour toutes les questions de divorce ou de séparation, n'hésitez pas à conseiller aux personnes que vous rencontrez à faire appel bien évidemment à un avocat qui est incontournable, un notaire aussi qui sera incontournable si un patrimoine, mais aussi un médiateur familial. Parce qu'un médiateur familial et un avocat qui, et c'est le cas avec Marie-Noëlle, qui travaille main dans la main, et ben ça permet de résoudre de manière considérablement rapide et fluide des contentieux qui se seraient crispés sur des mois ou des années de procédure judiciaire. Marie-Noëlle, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, je sais pas que dire pour finir, si ce n'est que toujours un petit peu la même chose, c'est que effectivement, ce qui compte le plus, c'est quand même l'intérêt des enfants, et que le médiateur, il est quand même essentiellement là pour aider les personnes à se parler, et à remettre justement tous ces sujets au cœur de leur discussion, avant même que d'autres s'en emparent. Donc l'idée, et en service social c'est la même chose, c'est de considérer que les gens peuvent aussi trouver des solutions un petit peu par eux-mêmes. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Marie-Noëlle. Je vous envoie dans le chat le lien vers le cabinet. J'envoie aussi le nom du site de Marie-Noëlle qui s'appelle Atmosphère Médiation. Donc, vous le retrouverez aisément sur Internet. Si vous avez des questions précises, vous, assistants sociaux,
RH ou médecin du travail, n'hésitez pas, je vous ai donné mon mail, je réponds en général en 48 heures. Si vous avez des salariés et agents qui ont des questions particulières, le cabinet depuis 30 ans propose des consultations juridiques gratuites. Vous avez un bon de consultation dans l'onglet documents que vous pouvez télécharger, ou alors sur le site du cabinet, vous avez un onglet qui s'appelle MICLO, rendez-vous en ligne, et ça se fait de plus en plus. Moi, j'assure de plus en plus des rendez-vous en visio, notamment les premières consultations juridiques au cabinet qui sont toujours gratuites. Donc, n'hésitez pas. La manière d'aborder un divorce, même en amont, etc., il faut avoir toutes les informations. Et au cabinet Buchinger, Rubin, on a à cœur de transmettre le maximum d'informations. Et ces consultations sont larges, hein, elles ne durent pas un quart d'heure, 20 minutes, elles peuvent durer parfois une demi-heure, 3/4 d'heure, même 1 heure. Mais vraiment, on essaie de transmettre le maximum d'informations. Et pour terminer, si vous faites partie de services sociaux qui veulent, ou RH, ou médecins du travail, ou les trois ensemble, qui ont à cœur d'avoir une information à jour sur ces questions-là, eh bien moi j'interviens de plus en plus avec mon réseau d'experts, dont Marie-Noël, dans les entreprises privées ou publiques pour différents services. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente après-midi. La semaine prochaine, ce sera un webinaire sur le droit du travail et notamment comment est-ce qu'on négocie son départ à l'heure du télétravail. Ça va être extrêmement intéressant puisque malheureusement le contexte sanitaire actuel a créé beaucoup de turnover, de démissions ou de licenciements. Comment est-ce qu'on se sépare de son employeur aux meilleures conditions, que ce soit professionnelles ou financières. Bon après-midi. Merci beaucoup Marie-Noël. Merci à vous. On se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.